Je ressens son absence. Je vois à quel point ma vie aurait été différente s'il avait été là. Quand on est journaliste, on travaille pour avant-hier, pas hier. Et en fait, ça aide à gérer le stress. Tu te confies à cœur ouvert sur tes réseaux sociaux, une démarche assez courageuse de ta part. Tu es malade. J'ai fait la guerre. Hein. Et là, j'ai envie de paix. Donc voilà, je me souhaite beaucoup de paix. Entre confidence et écoute bienveillante, nos invités viennent telles qu'elles sont. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler en toute intimité. Bienvenue chez Telle Quelle. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez Telle Quelle. J'espère que vous vous portez bien à la maison. Moi, ce soir, je suis ravie parce que je reçois un visage que vous connaissez bien sur cette chaîne, Stéphanie Octavia. Bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Carline. Ça va, tu es confortablement installée? Très bien installée. C'est pas trop perturbant d'avoir les pieds nus? Non, c'est très confortable. Ça donne envie en fait de s'allonger un petit peu sur le canapé comme à la maison. Et donc je vais essayer de me tenir parce qu'il y a quand même du public. C'est ça, exactement. Nous ne sommes pas seuls, mine de rien. Alors, Stéphanie, je l'ai dit, tu as un visage très connu du média, donc Martinique la Première. Tu es journaliste, tu as été pigiste, ouais. Présentatrice des journaux. Donc, tout d'abord, le week-end, en alternance. Ouais. Puis, le 13h, un format que tu aimais beaucoup, d'ailleurs, ouais. Particulièrement. Et puis, depuis quasiment 2 saisons, on te retrouve donc tous les 2e mardis du mois pour le documentaire Tout en doc, que tu as l'honneur donc de présenter. On va parler un peu de tout ça, mais avant tout, j'ai un petit brise-glace que j'aime bien pour entamer la discussion avec l'invité. C'est la découverte de l'objet mystère. Alors, j'ai vu qu'il a été caché derrière les coussins. J'ai hâte de le découvrir et que tu nous dises pourquoi il est cher à ton cœur. Alors, c'est un objet très personnel, en vrai. Vraiment. Alors, il a l'air de rien, comme ça. Ouais. C'est une casquette. Voilà, c'est un petit béret qui a beaucoup vécu. Oui. Pour la simple et bonne raison que c'est celui que portait régulièrement mon père. Mon père que j'ai perdu quand j'avais 10-11 ans. Oui. Et c'est un objet que j'ai gardé de lui parce que pour moi, il est imprégné de sa personne. Et je l'ai porté beaucoup quand j'étais adolescente. Je l'ai vraiment porté. C'est vrai? Oui. Beaucoup, beaucoup. Quand tu es partie faire tes études ou tu le portais en Martinique? Non, je l'ai porté en Martinique. Okay. En Martinique, je le portais beaucoup. Je l'ai porté aussi quand je suis partie faire mes études. Et puis là, ça fait quelques années que je ne le porte plus. Je crois qu'en grandissant, je me suis dit, mais tu es folle, tu risques de l'abîmer, en fait. Donc voilà, je l'ai remisé. Il est dans une petite boîte, bien en sécurité. Et voilà. Alors, un père qui était très, très proche de ses enfants, notamment de toi. C'est ça. Et c'est quelque chose, effectivement, tu me l'as confié, qui t'a beaucoup touchée, effectivement. Et donc, ça a beaucoup de sens. Et je comprends que ce soit ton objet mystère ce soir. Et écoute, on va faire en sorte... On va peut-être pas le porter ce soir, mais je vais faire en sorte qu'il reste tout près de toi. Je le pose là. Tu peux le poser juste sur la console derrière toi. Je fais confiance à tous. Personne ne touche. Personne n'y touche. J'y veille particulièrement. Alors, tu es la cadette d'une fratrie de 3 enfants. Et tu avais un tempérament assez rebelle. Celle qui cherche est peut-être un peu toujours l'embrouille à certains moments. Un peu. Mais je pense qu'il y a un lien avec ce que tu as partagé avec moi juste avant. Tu étais une jeune fille en colère. C'est ça. Eh bien, en fait, perdre son père à 11 ans, c'est compliqué. Même si j'ai vraiment tout fait pour... on va dire, démystifier ça. J'en parlais vraiment beaucoup. Je me rappelle qu'après avoir appris la nouvelle, je racontais à tous mes camarades de collège ce qui s'était passé. Ils me posaient des questions en plus, parce qu'à cet âge-là, on est assez direct. Donc, qu'est-ce que tu ressens? Comment ça va? Donc, dans le même temps, voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours partagé, etc. Mais en même temps, voilà, il y a ce sentiment d'injustice, en fait. Voilà. Un sentiment d'injustice.
Et j'ai grandi avec ça. Et en fait, chaque jour, je ressens son absence. Je vois à quel point ma vie aurait été différente s'il avait été là. Et je pense que je suis encore un peu en colère, Ouais. en vrai. Voilà. Maintenant, bon, je me suis construite comme ça. Tu m'as confié aussi que l'arrivée de ta fille aussi t'a beaucoup aidé sur cette C'est colère vrai. notamment. C'est vrai, c'est vrai. Donc très jeune, en fait, du coup, c'est vrai que je me suis rebellée contre tout et n'importe quoi. Et il était surtout pas question que je fasse ce qu'on attendait que je fasse. Voilà. Ouais. C'est par principe, si on voulait que j'aille par là, j'allais par là. Voilà. Ouais. Et puis, en C'est une façon grandissant... de te venger Je ne cette sais même pas injustice. si je réfléchissais à ça en vrai. J'avais juste de la colère et il fallait qu'elle sorte. Donc je m'estime heureuse de ne pas avoir fait en fait de bêtises graves, tu vois. Mais c'est vrai que j'étais assez difficile à tenir. Ça a donné des passes d'armes sympathiques avec des chefs d'établissement où j'étais scolarisée. Ça a donné et ma mère était la pauvre, bon complètement Démunie, dépassée, un peu. mais oui. Donc, je me rappelle encore de son soulagement quand je lui ai annoncé que j'avais le bac. Elle s'est dit... Et c'est là que j'ai compris qu'elle retenait son souffle, la pauvre, en fait, depuis quelques mois déjà. Donc, non, j'étais pas facile à vivre. Mais c'est vrai qu'avec ma fille, ça m'a permis aussi de m'apaiser puis de me mettre dans, tout simplement, à la place de mes parents. Alors justement, tu as parlé justement de ce fameux bac S. Ouais. Ensuite, tu as fait un DUG d'anglais à Montpellier. Première année, après, ça m'a pas plu. Ouais, une petite année de DUG d'anglais, tranquillement. Et puis après, peut-être que comme je pense que les gens voulaient que tu poursuives, tu te dis, ah bah non, on va pas poursuivre, du coup. C'est ça, voilà. Et donc, tu as fait également un BTS communication des entreprises à la MEP. Ouais. Et là, coup de cœur pour la com Ouais, et ouais. le monde des médias. Et ça commence notamment par une émission à KMT. C'est ça. Tu peux nous parler de ce coup de cœur, en fait? Alors en vrai, comment expliquer? Alors moi j'ai un coup de cœur vraiment pas pour la télévision. Pour la J'ai un communication. coup de cœur pour la communication et pour la publicité. Ok. Mais mes camarades sont séduits aussi, mais par d'autres aspects de la communication ou de l'audiovisuel. Et ensemble, on décide de créer une émission et chacun aura une rubrique. Et donc, je me souviens même plus de ma rubrique. Et en fait, du coup, on propose ça à KMT, qui accepte. Et ça s'appelait What's Up? Ne riez pas. C'était Trop tard. J'étais déjà en train de dire pardon. Pardon. Non, mais vraiment, quand on regarde ça, je crois que je dois avoir une cassette, tu sais, VHS, avec ça On encore va tous dessus. harceler pour avoir cette cassette. On va trouver un magnétoscope. Jamais, je jure. Donc voilà, mais on s'est amusé. Puis ça a été du coup mon premier contact avec une émission de télévision et finalement la présentation. Voilà. Un contact qui finalement me surprend parce que ça se passe bien. Ouais. Alors que je m'imaginais pas du tout faire ça. Finalement, je n'adore pas, mais je suis assez à l'aise en fait. Ça passe, je peux le faire en tout cas. Ouais. Voilà. Et après ça, donc il y a cette expérience qui est effectivement le premier contact. Tu vas retourner à Montpellier pour une maîtrise sciences de l'information et de la communication. Peu de temps après, tu rentres en Martinique faire ce stage Oui. à RFO d'ailleurs. C'est ça, Hein. c'est ça. On se rappelle de cette époque RFO. En fait, je reviens à RFO parce que finalement, après le BTS, je passe un casting. Je cherchais du boulot, j'ai obtenu mon diplôme. Et je passe un casting et c'est pour faire des émissions de télévision. Et donc, je fais 2 ans à présenter des émissions à RFO. Ok. Avant de me décider à poursuivre à nouveau mes études parce que là, à RFO, je rencontre des journalistes qui me disent, voilà, ton travail, il a l'air quand même assez structuré, assez carré. On te voit bien en journaliste. Réfléchis à ça. Ouais. Je réfléchis pendant 2 ans et je finis par sauter le pas. Je me forme à Montpellier et je reviens à ce moment-là au même endroit, finalement, en stage. C'est ça. Stage de 2 mois, enfin, quelque... En fait, je viens en stage au départ 2 mois et demi, Voilà. quelque chose dans Initialement. c'est ça. Et puis, au cours du stage, très vite, en fait, on me donne à toucher du doigt la réalisation de reportages. Et là, par contre, naît la passion. Ouais, là, la passion, elle vient, elle est présente. Et à l'issue de mon stage, finalement, j'intéresse la radio. Le rédacteur en chef vient me voir et me dit qu'il a besoin de quelqu'un occasionnel. Est-ce que ça m'intéresserait?
Parce que tu devais repartir. Je devais repartir. Normalement. Mais en fait, je devais repartir pour poursuivre des études, mais où les horizons se sont bouchés de manière assez étonnante pour moi, parce que je n'avais pas prévu ce cas de figure-là. Je devais partir en DESS ou DEA. Et en fait, c'est l'histoire de mon CV avec ma photo et mes camarades qui me disent « Ne mets pas ta photo, il y aura de la discrimination, ne mets pas ta photo ». Et j'ai un bon dossier, je leur dis « Il n'y a aucune raison. J'ai une mention bien à ma maîtrise, j'ai un 17 à mon mémoire. C'est impossible qu'on me refuse un DEA ou un DESS. » Donc, tu mets ta photo et tu Je mets ma photo. Je ne veux pas qu'ils soient surpris en voyant que je suis noire. Voilà. Donc, je mets ma photo. Mes camarades ultramarins choisissent de ne pas le faire. Et je postule à 5 endroits et je suis refusée partout. Mais certains de mes camarades qui avaient des dossiers moins intéressants sont pris. Et notamment ma binôme qui a exactement le même dossier que moi, mais qui est guadeloupéenne et qui n'a pas la même couleur de peau et qui est acceptée à 3 endroits différents. Pour la petite histoire. Donc, je suis un petit peu en colère. Voilà, donc là, la colère qui était déjà de toute façon présente, n'est-ce pas, remonte et s'exprime peut-être. En tout cas, ça te ramène du coup. Mais c'est un moteur qui me ramène chez moi, exact. Où j'avais de toute façon l'intention de revenir. N'est-ce pas? Et qui fait que voilà, je fais ce stage qui, heureusement, débouche sur un emploi. Et j'y suis encore. Exactement. Alors, on l'a vu, tu as touché à la radio, présentation de JT, week-end, 13h, reportage, documentaire. Ça fait combien d'années, du coup? Depuis mes tout premiers pas à RFO, ça fait 26 ans. Ça fait 26 ans que je suis dans l'audiovisuel. De RFO, Télé Martinique, plein de noms. Martinique, la première aujourd'hui. Quel regard tu portes sur toute cette période? Et si tu devais retenir un moment qui t'a particulièrement touché dans ces 26 ans, tu disais, de carrière, ce serait lequel? Un moment qui va rester un peu gravé pour toi. C'est fou parce qu'en fait, pendant que tu me poses la question, en fait, j'ai vu un kaléidoscope, quoi. J'ai des images qui ont défilé. Et du coup, c'est extrêmement compliqué de retenir un moment. Je vais parler le premier qui te vient peut-être. Voilà, c'est ça. Mais c'est le premier et c'est pas le plus marquant parce que peut-être je vais parler de deux choses. Moi, s'il y a quelque chose qui a vraiment marqué ma carrière, c'est peut-être cette collaboration avec Serge Billet. Voilà, peut-être qu'il ne s'attend pas à ce que je le mentionne, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé mon bureau pendant un certain nombre d'années. Et on a toujours été installés côte à côte, face à face, pendant toutes ces années de carrière où moi j'étais là, jusqu'à sa retraite. Waouh, il y a toujours eu cette proximité physique, en fait. Toujours. Et du coup, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, appris, qui a été patient avec moi, voilà, on a partagé, mais sur tous les sujets, aussi bien personnels que professionnels. Donc, vraiment, j'étais très triste quand il est parti. Oui. Et puis sinon, une aventure de ce genre d'aventure originale qu'on peut vivre quand on est journaliste, c'est peut-être cette fois où, je crois que c'était dans la baie du François, il y avait un baleineau qui était coincé par les hauts fonds. Et qu'en bateau, on a été le filmer et qu'on s'est retrouvés tellement proches, en fait, qu'on a pu le toucher. Et ça, c'était hyper, pour moi, impressionnant parce que j'aime beaucoup la nature et que, voilà, c'est des animaux qu'on n'a pas, qu'on côtoie pas tous les jours. Alors, la télé, la radio, les médias, etc., c'est toute ta vie professionnelle. N'est-ce pas? Mais tu as d'autres passions et notamment, tu as une vraie vie avec des vraies passions et notamment le sport. Ouais, un peu. Et tu m'as dit une phrase qui m'a interpellée. Tu m'as dit que le sport t'a même parfois sauvé la vie. Oui. Qu'est-ce que tu entends par là? Sauver la vie, en français. C'est-à-dire? Parce que moi, ça m'a interpellée. C'est-à-dire que c'est pas seulement une image. D'ailleurs, j'en parle sur mes réseaux et j'en ai parlé pas plus tard qu'aujourd'hui. Dans les moments difficiles, en fait, pour moi, le sport, et c'est prouvé scientifiquement, c'est le meilleur antidépresseur qui soit en préventif et en curatif. C'est-à-dire qu'on sent qu'on va tomber dans une déprime.
on peut se remettre au sport. On n'est pas obligé de faire quelque chose de violent, même juste marcher un peu ou nager, enfin ce que vous aimez. Une randonnée ou quelque chose. Ça fait du bien au corps, mais aussi à l'esprit, au cerveau. Voilà, ça envoie de bonnes hormones. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on voit des gens qui finissent accros au sport. C'est un petit peu mon cas également. Est-ce que Stéphanie est dans ce cas? Bien sûr que oui, madame, bien sûr. Tu vas au sport combien de fois par semaine? Mais tu as autre chose qui te rattache au sport aussi. Que tu y vas. Te maintiens dans... compagnon. Voilà, qui est un sportif. peu. Donc, mais j'étais sportive avant. Ah. Oui, j'étais sportive très bien. avant. Je pensais que c'était lié à monsieur. On s'est rencontrés comme ça. D'accord. Mais j'étais sportive avant. Mais c'est vrai que ça aide, n'est-ce pas? Effectivement, d'avoir un compagnon coach sportif. Je parlais de sport comme outil thérapeutique et du coup, ça m'amène sur un autre sujet. Le 11 janvier dernier, tu te confiais à cœur ouvert sur tes réseaux sociaux, une démarche assez courageuse et assumée et décidée donc, de ta part. Tu es malade, donc tu souffres d'adénomiose, je vais y arriver. Adénomiose, qui est une forme en fait d'endométriose. D'endométriose, exactement. Pourquoi tu as souhaité en parler publiquement sur tes réseaux, mais aussi pour qu'on puisse comprendre, puisqu'il y a énormément de femmes qui souffrent d'endométriose dans nos territoires. Quelles sont les conséquences physiques et mentales de cette maladie sur toi aujourd'hui? Alors, tout d'abord, pour moi, c'était pas un acte de courage, clairement. C'était juste... ça peut paraître présomptueux, mais c'est un acte d'amour, en fait. D'accord. C'est-à-dire que je considère qu'entre femmes, en fait, il faut qu'on partage. Il faut qu'on partage nos expériences, ça nous fait grandir, ça nous aide les unes les autres. Donc, pour moi, c'était une évidence. J'en ai pas parlé tout de suite parce que je vivais des choses compliquées et qu'il fallait... moi, je suis un peu comme ça. Quand c'est compliqué, je me renferme sur moi, je pense mes plaies. Donc, il fallait que je me gère, que je m'organise. Avec quoi? Avec la perte de mes cheveux. Par exemple, donc pour tous ceux qui se demandaient si j'avais un cancer, qui n'hésitaient pas à me poser la question. Peut-être pour ça aussi que le fait d'en parler au moins. Mais oui, aussi, ça met les points sur les i et voilà, on arrête les supputations et on sait ce qui se passe. Alors concrètement, oui, j'avais des locks auparavant et est arrivé un moment où j'ai ressenti le besoin de les couper. Je ne supportais plus d'avoir des cheveux, en fait. Et je pensais que c'était juste, comme ça m'était déjà arrivé, une envie de changement. Voilà, je m'étais déjà rasé les cheveux par 2 fois auparavant, ça n'avait rien de nouveau pour moi. Sauf que quand je les rase, je réalise qu'il y a plein de trous. Et au début, je ne comprends pas. Je pense que c'est peut-être une mauvaise manipulation de mes locks. Et puis de fil en aiguille, ça ne pousse pas. Donc là, je commence à me dire, il va falloir consulter. Donc je vais voir une dermatologue qui, elle, comprend très vite que l'adénomiose, donc qui est une endométriose circonscrite à l'utérus, associée à une endométriose classique, donc en dehors de l'utérus, puisque j'ai les deux, sinon c'est pas drôle. L'adénomiose provoque vraiment des saignements très abondants, en fait, quand on a ses menstruations, donc ses règles. Et le problème, c'est que ça arrive tous les mois et que l'organisme n'a pas le temps de se régénérer. Et donc, à chaque fois, il est encore un peu plus affaibli. Et quand ça dure pendant de nombreuses années comme ça, eh bien, on en vient à être en carence chronique, en fer notamment. Donc, anémie. Anémie, mais de manière chronique. Ce qui veut dire que, du coup, le corps utilise le peu de fer qu'il a pour des organes importants. Et des organes moins importants ou des choses moins importantes comme les ongles ou les cheveux, eh bien, sont négligés. Or, les cheveux et les ongles ont cruellement besoin de fer pour pousser. Et donc, voilà, on revient à cette perte de cheveux. Et du coup, eh bien, avec cette dermato, on a fait des traitements, etc. Ça a commencé à repousser un petit peu. C'est pas parfait. Il y a des endroits où ça ne repoussera pas. J'avoue que c'est pas ce qui me stresse, en fait. Étrangement, beaucoup de femmes, quand je leur raconte, elles sont stressées pour moi. Mais je ne suis pas... je ne considère pas que les cheveux sont l'apanage de la beauté d'une femme.
Et je me suis déjà rasé les cheveux plusieurs fois et je suis très à l'aise avec ça. Et donc, ça n'est pas quelque chose qui me stresse. Par contre, l'état de santé de mon cuir chevelu, mon état de santé, ça, c'est quelque chose qui est stressant. Se savoir en mauvaise santé, ça, c'est plus angoissant que d'avoir des cheveux courts. Donc aujourd'hui, j'essaie de voir comment je peux agir sur ma santé de manière positive par différentes choses. Le sport en fait partie, puisque l'endométriose, c'est un état inflammatoire et que le sport a des effets anti-inflammatoires. L'alimentation aussi. J'allais te poser la question. L'alimentation peut jouer également un rôle très important. Donc, évidemment, j'ai une alimentation anti-inflammatoire la plupart du temps. Si vous me croisez en train de manger un burger, laissez-moi. Une fois c'est rare. Voilà, une fois de temps en temps. C'est dit. Voilà. Donc, voilà. Un petit plaisir. Mais quand même, on peut vivre enfin. Un petit peu. Oh, c'est pas vrai, les gens. Donc, parce que je vous vois venir, comme j'ai dit ça aujourd'hui, tout ça va me dire, ah là là, mon Dieu, la fille. Mais surtout globalement... qu'on fait tous partie de ta famille, qu'on va te dire, mais Stéphanie... C'est ça, bien sûr, mais je connais. Donc, tout ça pour dire que oui, au quotidien, je fais quand même attention, ce qui n'est pas pour moi non plus un effort, parce que bon, les gens qui me connaissent aussi savent que je cuisine beaucoup et que j'ai toujours tendance à cuisiner des légumes ou des choses comme ça, c'est ça. Par goût. Et du coup, ça n'a pas beaucoup changé de choses, mais j'apprends comment faire encore mieux pour améliorer ma santé. Et puis, il y aura encore d'autres étapes pas agréables à venir, mais voilà, on va y aller pas à pas. C'est ça. Dans le but d'aller mieux, de se sentir mieux et en santé en tout cas. C'est vraiment ce qu'on te souhaite. Et puis merci pour le partage. Tu disais que c'était pas généreux, mais que c'était un acte d'amour. Et il y a énormément de femmes qui vivent ça et qui n'osent pas en parler. Et je le vois parce que le fait d'en avoir parlé, j'ai plein de retours, mais des plus étonnants, de ma voisine à des gens que je ne connais pas. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de personnes ignorent plein des symptômes de cette maladie qui sont hyper variés en plus, donc très difficiles à répertorier de manière... voilà. Et du coup, je pense qu'il est important qu'on puisse partager entre nous pour mieux comprendre et pour s'aider. Bien, merci beaucoup. Dernière question, parce que tu vois, ça passe tellement vite qu'on est déjà arrivé à la fin. Et j'ai envie de te demander, pour terminer cette émission, sur une note positive, de quoi rêves-tu pour l'avenir, pour toi? Pour moi? Oui. La question est volontairement égoïste. Ouais, c'est ça. Parce que je te vois venir avec tes réponses. Ouais. Pour toi. Mais c'est pour ça, là j'ai pris et là, c'est une colle. C'est une colle. Je me disais, mais je ne pourrais pas coller Stéphanie. Non, c'est une colle. C'est une colle. Je pense toujours aux autres, en fait. Et c'est très compliqué. Je me souhaite... peu importe où je suis, d'être épanouie professionnellement et également sur le plan personnel. Je m'imagine dans une vie nettement plus posée qu'aujourd'hui, parce que la course, ça va aller 5 minutes, mais je commence à me faire vieille. Tu as envie de ralentir. Oui, j'ai envie d'une vie plus zen, plus respectueuse, en fait, de mon moi intérieur. On part dans des délires, là. Mais ouais, c'est bien parce qu'on est loin de la colère. J'aime beaucoup. Tu as vu? Oui. Tu as vu, on est parti de l'adolescente en colère. Oui. Et là, on est à Yoda, limite, moine bouddhiste, truc. J'ai besoin de me mettre en position, là. Tu sais, je suis déjà pieds nus. Position du lotus. Non, mais c'est vraiment ça. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de paix. J'ai fait la guerre, hein. Et là, j'ai envie de paix. Donc, voilà, je me souhaite beaucoup de paix, voilà, et d'amour pour la suite. Eh ben, c'est ce qu'on te souhaite également. Merci. Merci beaucoup pour ces partages du cœur. Et on te souhaite de la douceur, de la paix, de la sérénité. Voilà. Et puis, peut-être des bons petits plats, des non, mais ça fait partie de la paix et de la douceur. Hein, et des plaisirs, parce qu'on a vite plaisir aussi. Bien sûr. Voilà. Ben, je te propose qu'elle commence tout de suite. Eh bien, voilà. Ça te va? Alors. On y va. C'est bon. Alors, je choisis ça. Soufflera les potes là